a record of the delightful piece they're going to play this evening. En partenariat avec le service de valorisation de la recherche de l'Université de Corse, Nebbia Campus Corté vous présente Débaltation. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Nebbia 90.6. Aujourd'hui, dans Débalta Science, on va traiter d'un sujet qui n'a absolument rien à voir avec les sciences, même si, de manière indirecte, un petit peu. On voit dans la recherche tout un tas de discriminations en ce qui concerne les femmes. En fait, tout ce qu'on peut voir en dehors du milieu de la recherche dans la société de manière générale. Et aujourd'hui, c'est ce dont on va parler, en particulier chez moi, chez nous, en Corse. L'homosexualité et, à vrai dire, comme le disait très bien un monsieur qui s'appelle Dave Chappelle, ces gens qui se sont accaparés 20% de l'alphabet, je veux bien entendu parler des L, des G, des B, des T, des Q, des fois des I et des plus. Aujourd'hui, autour de la table, j'ai 3 personnes qui vont se présenter par eux-mêmes et je commence par la personne à ma gauche. Eh oui, Anthony, eh bien, que dire, coordinateur d'antenne de Nebbia, justement, mise en abîme de la radio. Pour une fois, je suis derrière le micro et pas devant. Et nos 2 invités? Bonjour, je suis étudiant en L3 d'art du spectacle et voilà. Et Léa, étudiante en art du spectacle en 3e année également. Alors du coup, Alix, t'as pas dit ton prénom, mais Oui, je m'en fous. oui, je m'appelle Je Alix, le dis, je balance, mais tellement. Voilà. Alors, autour de la table, il n'y a que moi qui suis straight, comme on dit. C'est-à-dire terriblement ennuyeux. Hein. On peut le dire entre nous. Et... Alors, souvent, on a tendance à avoir en tête l'idée que à la capitale, c'est bon, tout le monde est accepté, et qu'en campagne, tout le monde est marginalisé dès qu'on n'est pas un homme blanc hétéro-cisgenre, comme la formule consacrée le dit. Comment est-ce que vous vivez vos sexualités? Est-ce que, déjà, vous l'affichez? Est-ce que vous l'avez toujours affiché? Et comment c'est reçu? Anthony. La question s'adresse à moi directement, là, comme ça. Oui, blanc, c'est toi qui prends. Non, alors de mon côté, je rectifie quelque chose. Je ne suis pas homosexuel, mais je ne suis pas non plus hétérosexuel. Voilà, histoire de bien planter ton sujet. Ça me va. Je ne suis rien du tout. Quand on me pose la question, je préfère dire je ne suis rien du tout, parce que j'ai une manière de voir la sexualité, alors comme quelque chose d'intime. Hein, c'est donc très compliqué d'en parler là, comme ça, à la radio, devant un micro. Ne rigole pas. Trop tard. Non, mais oui, c'est compliqué, pas forcément parce que je parle personnellement, pas forcément parce que j'ai peur des répercussions autres. C'est compliqué parce que c'est un sujet qui est difficile à appréhender, je pense, sa sexualité. Et j'aime pas, de mon côté, j'aime pas la définir. Hein, personnellement, je parle. Hein, ça dépend. Voilà. Alors les gens diront bisexuel, mais j'aime pas non plus. J'aime pas cette idée qu'il y a dans la sexualité, quand on va parler, hein, du moins, d'hétérosexualité, d'homosexualité, de bisexualité, immédiatement qu'on plante l'idée du sexe. Voilà, Tu rattaches plutôt ça à des sentiments plutôt que oui, vraiment à des émotions. sentiments, même si évidemment il y a du désir, il y a du plaisir, mais c'est, je pense pareil pour tout le monde, mais c'est d'abord une sensation, c'est d'abord des émotions. Et ce sont ces émotions qui vont engendrer un rapprochement, y compris physique, mais que ce soit avec des hommes ou des femmes, alors pas en même temps, mais... Oh, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alix. Moi, ce que je peux dire de mon expérience, c'est qu'au collège, j'ai quand même eu des problèmes par rapport à ça, mais après, au lycée, ça a été. Et après... En Corse, hein, tout ça. Ouais, en Corse, ouais. Après, comment accorter c'est perçu? Moi, j'ai l'impression qu'accorter, c'est quand même un peu plus ouvert que dans certaines villes en Corse. Je pense que c'est principalement parce qu'il y a plus d'étudiants, ça doit être plus ouvert d'esprit par rapport à ça, je pense. Parce qu'il y a des gens qui viennent de partout, il y a de tout. Mais quand même, je pourrais pas m'afficher avec mon mec à accorter main dans la main. J'aurais une pression sociale obligatoirement.
alors qu'il n'y a peut-être pas lieu d'être. Mais Qu'est-ce que tu crains? pas forcément. Enfin, c'est pas les regards, mais je vais quand même avoir l'impression qu'on me regarde. Du coup, alors que j'assume totalement, hein, mais je vais quand même avoir cette impression qu'on m'observe, qu'on va me juger, etc. Alors que pourtant, normalement, je m'en fous quoi de ça. Mais c'est quand même, genre voilà, ça me gêne quoi. C'est pas comme, je pense, si j'étais hétéro quoi. Enfin, si je serais- Très cher, il ne reste plus que vous. Alors moi, je suis arrivée en Corse à 14 ans. Et c'est à cette période-là que je me suis trouvée, on va dire. Donc moi, je me considère comme lesbienne. Je l'affiche pas parce que un hétéro va pas afficher son hétérosexualité, donc j'affiche pas mon homosexualité. Mais je vis très bien avec. J'ai eu des copines. Jamais eu de problème. Enfin, j'ai pas eu de problème à être, par exemple, main dans la rue, etc. C'est pas un truc qui me gêne du tout. Après, des remarques, oui, j'en ai eu, mais bon, on passe à côté, quoi. J'aurais pu être jugée sur autre chose, ou enfin, voilà, sur ma tenue, sur une mèche de cheveux qui part un peu sur le côté. Enfin, voilà, c'est pas. Je rattache pas ça à forcément. Enfin, je passe au-dessus, quoi. Et à quel moment tu t'en es rendu compte et à quel moment tu t'es dit j'en suis assez persuadé pour pouvoir le dire à mes proches? Alors, ça a été très graduel, c'est-à-dire que j'ai jamais été très attirée par les garçons. Enfin, je sortais avec des garçons parce que j'aimais Écoute, bien. Moi, j'en connais 2-3, t'as bien raison. Non, mais je veux dire, enfin, je sortais avec des garçons parce que j'aimais bien comment ils s'habillaient, j'aimais bien leurs cheveux. Enfin, c'était pas du tout dans un désir d'être avec un garçon, tout ça. Et puis après, en fait, j'ai eu un désintérêt pour les garçons et puis graduellement un intérêt pour les filles. Et du coup, c'est comme ça que je me suis rendu compte que bah voilà, c'était les filles et c'était pas autre chose. Et puis voilà. Puis après, donc ça a été vers je sais pas 13 ans et demi, 14 ans, peut-être, c'est un peu flou. Et puis je l'ai, on va dire, dit à mes proches quand j'avais environ 15 ans, à peu près. Donc tu étais déjà arrivé en Corse. J'étais déjà en Corse. Ouais. Enfin, j'allais te demander si tu avais vu une différence entre le continent et Du le coup, rural profond, comme on le dit dans les petits papiers européens. Ouais, du coup, non. Du coup, non. J'ai pas vu de différence. Toi, Alix, comment ça s'est passé? Moi, au collège, je l'ai grave refoulé. Ouais. Et c'est au lycée, après, où je me suis dit, en fait, pourquoi Mais c'était limite inconscient, quoi, comment je le refoulais. Mais après, au collège, au lycée, je l'ai assumé et ça s'est bien passé. Et à la Je l'ai- fac, de la même manière, ouais. Ah à la fac encore plus, du coup. Après, à la fac, c'était... Mais déjà, qu'au lycée, ça m'a grave aidé. Déjà, je l'ai confié d'abord à une personne, une amie proche. Après, je l'ai dit à d'autres amis. Et après, je l'ai dit à ma mère et ça s'est bien passé. Puis plus tard, à mon père et ça s'est bien passé aussi. Et toute ma famille est au courant et ça se passe bien. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être amélioré au niveau des perceptions pour que, par exemple, toi, Alix, tu puisses te balader main dans la main sans te poser la question, en fait? Il faudrait une plus grosse ouverture d'esprit et ouais, l'ouverture d'esprit, genre faut arrêter de mettre les gens dans des cases aussi, genre c'est une normalité quoi, Oui, c'est un peu ce que disait Anthony, c'est au final exactement ça, ouais. Créer des catégories Ouais, c'est ça. sexuelles, genrées, etc. Au final, c'est plus une quête personnelle, c'est ce que tu voulais dire un peu tout à l'heure, Anthony? Oui, c'est totalement ça. J'ai un problème avec les cases. Ça fait partie des incasables, mais dans tous les domaines. et j'avoue que c'est pas facile à vivre tous les jours non plus. C'est pas facile à vivre, tant dans les relations avec certains amis ou autres. C'est pas facile. Donc je reste pendant très longtemps et encore aujourd'hui, j'ai été quelqu'un de très discret là-dessus. Sauf quand je suis complètement bourré au bar, mais C'est tout le monde. Hein. et encore, ça dépend des bars, hein, ça dépend des endroits, parce qu'il y a vraiment des endroits un peu plus ouverts d'esprit que d'autres, des endroits plus divers, plus variés que d'autres. Non, je suis resté assez discret là-dessus. Puis par rapport au passif que j'ai eu, même en tant que, si je puis dire, artiste, ça a été compliqué, ça l'est encore aujourd'hui. Il y a des bars dans lesquels je n'ai pas le droit d'entrer dans Corté.
Voilà, bah ça, c'est problème typique. Ok. C'est... ouais. Et quand tu es affiché, ouais, il y a des bars qui complètement te refusent l'entrée. Ouais. Si tu es, Ok. si je pose la question. Hein. Ah, mais Toi, ça a l'air de moi, t'étonner. Ah, je moi, savais pas à ce point, mais ça me choque pas. Ouais. Mais après, par exemple, quand tu es en soirée et que tu es dans un bar qui est pas ouvert d'esprit, bah, Si tu te tiens pas à carreau. si pour un certain groupe, t'es trop efféminé ou quoi, parce que t'es trop bourré ou je sais pas, après ça m'est jamais arrivé, hein, mais je pense que c'est comme ça, bah il y a des moyens, enfin si tu dis que t'es gay, etc., un peu fort, il y a des moyens qu'on te chope et qu'on te casse la gueule, quoi, je pense. Hein. Oui, alors ça, c'est même au-delà de l'imagination. J'en connais, j'ai connu des gens avec qui j'ai travaillé dans le passé. Je pense à un en particulier qui peut-être permettra de poser la prochaine question. Vous verrez, mais qui me disait, un jour j'étais en boîte et je me suis fait toucher le cul par un mec, alors je lui ai éclaté la tronche. Mais bien, tout, hein. Il lui a bien éclaté la tronche. Je lui ai dit, mais tu es un gros con. Et il me dit, bah non, mais tu me touches pas le cul. Je dis, oui, mais si c'était une meuf qui t'aurait touché le cul, t'aurais rien dit. Il dit, bah non. Je dis, bah alors, bah là tu dis rien. Tu te retournes, tu lui dis, si c'était une fille moche, allez, une fille qui t'intéresserait pas. Tu lui aurais dit non, merci, enfin, ou genre éventuellement casse-toi, mais tu lui aurais pas cassé la tête. Il me dit non, mais moi, je dis mais arrête, c'est terriblement homophobe là, ce que tu fais, ta position. Et il me dit non parce que mon meilleur ami est homosexuel. Je dis non, mais c'est pas la même chose. Je dis pas que t'as pas de problème avec un homosexuel. Je dis tu as des problèmes avec les homosexuels. Tu as un problème avec l'homosexualité, ce qui est deux choses différentes, en fait. Au bout d'un moment, on peut être copain avec quelqu'un qui, machin, c'est comme l'ami noir de Nadine Morano, quoi, tu vois. Non, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est pas que tu as un problème avec les arbres, c'est que tu as un problème avec un certain type de couleur de peau. C'est des discriminations plus globales. Est-ce que vous avez été emmené à voir ce genre de choses chez des gens de votre entourage ? Des gens qui n'ont pas de problème avec vous, par exemple, mais qui vont quand même avoir des problèmes avec l'homosexualité de manière générale. Oui. Bah, surtout par rapport aux gars qui sont efféminés. Genre, j'ai pas d'exemple là en particulier en tête, mais je sais que ça m'est déjà arrivé d'entendre des propos de certains potes, entre guillemets, et genre où ils disaient ouais mais lui c'est un PD quoi, parce qu'il est efféminé, mais pourtant il m'accepte, mais par contre les gars efféminés non, c'est illogique quoi. Ils disent c'est pas grave Alix, c'est un monstre de virilisme. Waouh, tellement pas. Mais non, mais je suis moins efféminé de ce que des gens qui critiquaient en tout cas. Mais genre c'est... Léa ? Moi non, j'ai pas eu de... Non. Toi, tu es passé entre les gouttes. Hein. Bah ouais. Alors, souvent, moi, j'entends des réflexions un peu du style les gays ont moins de problèmes que les garçons homosexuels. Je pense. Tu penses, ouais. C'est quelque chose que tu as eu l'impression de bien vivre. Bien sûr. Bah, tu le vois que deux mecs qui se tiennent la main dans la rue, ça va être dégueulasse, c'est des PD. Deux meufs, c'est excitant. Ça renvoie aussi au fantasme. Dans le porno, tout ça, voilà, c'est beaucoup recherché. Il y a un imaginaire, quoi. Ouais, bien sûr, il y a un fantasme. Du coup, c'est plus accepté parce que on dit que c'est plus beau, c'est sensuel, c'est machin, mais c'est hyper homophobe. Est-ce que tu attribues ça à des formes de structure de domination, comme toutes les formes de structure, mais est-ce que tu attribues ça à une forme de structure particulière, comme je sais pas, moi je dis ça au hasard, enfin sans le dire vraiment au hasard, mais comme le patriarcat, ou est-ce que on va dire ce qu'on pourrait appeler l'occidentalisme, on va dire, c'est-à-dire les blancs, les autres, les hommes, les autres, etc., etc. Oui, bien sûr, c'est totalement ça. Hein. Tu regardes, comment je pourrais expliquer ça Oui, mais c'est ça totalement. Deux femmes qui vont être ensemble. De toute façon, on part du principe que deux femmes qui sont ensemble, elles ne couchent pas ensemble parce qu'il n'y a pas de mec. Donc voilà, deux femmes. Moi, j'ai déjà entendu que j'étais vierge, tu vois, par exemple. Parce que j'ai jamais couché avec un garçon. Oui, donc il n'y a pas la pénétration d'un de pénis. ce terme, j'ai entendu golden... Golden Star, ouais. Golden Star, ouais, merci. Ouais. J'allais dire Golden Woman, mais Golden Star, c'est une Gwyn qui n'a jamais
eu de relations avec un homme avant d'être Gwyn. C'est ça, exactement. C'est ça, hein? Ouais, c'est Ouais. ça, c'est une Golden Star. Et la du- première fois, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est ça, une Golden Ouais. Star? Et putain, on m'a expliqué, je me suis dit, putain, mais les mecs s'emmerdent. Il faut la trouver, ça. Mais c'est fou, parce que du coup, on catégorise les lesbiennes. On dit qu'une lesbienne qui a jamais couché avec un garçon, elle est plus légitime, entre guillemets, qu'une lesbienne qui aurait déjà couché avec des hommes, etc. Tu vois, Oui, genre, une c'est une espèce golden star, tu vois, Ouais. genre c'est la lesbienne, tu vois. Il y a une certaine forme d'image de la pureté qui Ouais, où c'est est-ce ça. que la femme est détachée Genre, de la pénétration et de ce Elle n'a que pas ça a été de soumise sale. à l'homme. Enfin, tu vois, Voilà. Oh là là, putain, on est Ah bien, ouais, non, on part loin. barré quand même. Vas-y, Anthony. Oui, ce qu'on dit est très intéressant parce que, pour ma part, et de ce que j'entends même là, il me semble que l'homosexualité, les combats de l'homosexualité, sont liés d'une certaine manière au féminisme, il me semble. Parce que on le disait justement par rapport aux problèmes qu'on indiquait du côté des hommes. Et c'est vrai que moi-même personnellement, ça a un peu amélioré à Corté, mais au début, oui, j'ai pas mal souffert de problèmes comme ça. Une fois, j'étais un peu, je raconte juste cette histoire qui va permettre d'argumenter ce que je vais dire après. Mais une fois, j'étais dans un bar, j'avais un peu bu, bon, et puis j'avais envie de me laisser aller, de vivre, tout simplement. Et il y avait un jeune homme à mes côtés, et puis il me prend la main. Bon. Je laisse faire, puis je dis, tiens, c'est assez amusant, pourquoi pas. On s'est pris une sacrée peut-être glaçons dans la gueule. Alors, ça a commencé par des glaçons, ça a fini par des bouts de verre. Mais c'est n'importe quoi. On partait des bouts de verre, oui, c'est des bouts de verre, de verre cassés. Donc là, on a commencé à partir. Et du coup, lorsqu'on part du bar, je lui rattrape la main, je le fais exprès. Je me dis, non, je ne vais pas me laisser faire comme ça, je n'ai rien à foutre. Et on croise une voiture. J'ai l'histoire. Le type c'était un garçon qui conduisait. Mais on aurait dit qu'il avait vu la mort en personne. C'est-à-dire qu'il a pilé, il a freiné avec sa voiture comme ça. Il nous regardait, genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, deux hommes qui se tiennent la main. Et c'était... À Corté, quoi. Oui, j'avais l'impression qu'il était en train de regarder la mort dans les yeux. On aurait dit qu'il voyait un fantôme, il était étonné, mais étonné. Et puis, comme disait, il avait des potes à lui derrière dans sa voiture, il n'a pas résisté à ouvrir la fenêtre, à lancer quelques insultes. Mais je pense que du côté des hommes, c'est plus compliqué. Je ne dis pas que c'est plus facile du côté des femmes, parce que c'est précisément ce que j'étais en train de dire. Mais le souci qu'il y a, je pense que c'est lié à l'idée de l'idée de la pénétration, l'idée de la virilité, l'idée de ce que doit être un homme, avec tout ce que ça engendre d'absurde aussi. Hein. Et j'ai l'impression que c'est vraiment lié à ça par rapport aux hommes. Mais c'est pas mieux du côté des femmes, puisqu'on parlait de fantasmes qu'il y a, comme si la femme était une espèce uniquement de fantasme. Oui, non, mais il y a souvent ce problème-là. Je repense à un monsieur, un Canadien, un chercheur qui s'appelle Francis Dupuis Derry, qui étudie beaucoup le féminisme et le masculinisme. Ça existe? Oui, j'ai entendu cette chose. Et d'ailleurs, là, il y a un truc qui s'appelle sur Internet, je crois que c'est Make Woman Great Again, quelque chose comme ça, ou Make Men Great Again. Je me rappelle plus exactement. Mais où est-ce qu'effectivement, il montre aussi un des aspects très nocifs qui fait beaucoup de dégâts chez les hommes du patriarcat. C'est cette idée de virilisme, Ce virilisme où est-ce déjà absolument aucune forme de faiblesse n'est admise. Bien sûr. Et il y a des effets sociologiques tout à fait intéressants au niveau des statistiques sur les suicides, etc. Au final, moi, c'est vrai que c'est pas la première fois que j'entends parler du fait que les femmes ont moins de problèmes que les hommes quand c'est homosexualité. J'ai bien envie de dire, c'est pour une fois, hein, ça ne fait une bonne excuse pour leur foutre la paix. Ça me rappelle une formule d'un humoriste américain noir qui il utilisait cette métaphore. Vous me direz ce que vous en pensez. Il disait, il y a une voiture. Et
Dedans, il y a tous les LGBT, enfin, il y a toutes les différentes formes de lutte qui a trait au genre ou à la sexualité. Et en fait, cette voiture, elle est là pour une seule et bonne raison, c'est qu'il y a des hommes blancs riches qui ont eu ce genre de problème. C'est-à-dire qu'à un moment, ont été homosexuels et ont subi des brimades, etc. Donc c'est eux qui conduisent la voiture. À côté d'eux, il y a les lesbiennes, parce que les lesbiennes, tout le monde les aime, sauf les homosexuels hommes, mais ils leur disent pas vraiment. Ils leur disent des choses du genre « j'aurais pas porté ça comme ça, tu vois ». Et puis après, à l'arrière, il y a effectivement, il y a les transgenres, il y a les queers aussi, et il y a cette idée que finalement la lutte est permise que parce que, encore une fois, il y a eu des hommes blancs qui ont eu ces hommes blancs riches qui ont eu ce genre de problème. Est-ce qu'à un moment vous avez rattaché les luttes qui sont liées à la sexualité ou au genre à des patterns plus généraux qu'on peut voir dans d'autres structures, c'est-à-dire comme, je sais pas moi, je vais dire des gros mots, mais le grand capital, vous voyez, des structures de force. Il y a un au-dessus, il y a un en dessous. La lutte est permise par ceci, par cela. Qui est une sorte de lobby. Alors, un lobby peut-être, mais surtout des rapports de force au niveau de la société. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas trop, je suis un peu perdu, mais j'essaye de comprendre. Non, mais là, j'ai jamais pensé comme ça, par contre. Anthony, tu me suis ou pas? Du tout. Ah, Non, mais... je suis parti dans mes rêves. Non, mais je vais reformuler. Ouais, je t'avoue, j'étais concentré, mais je vais reformuler. Non, mais c'est du structuralisme en plein, ça fait chier, je sais. Non, c'est intéressant. Je vais essayer de reformuler ça de manière plus simple. Est-ce que la lutte qui est menée aujourd'hui pour faire reconnaître un certain nombre de sexualités et de genres, est-ce que, elle est possible parce qu'il y a eu un moment où il y a eu des blancs hommes riches, donc ceux qui, vis-à-vis d'autres structures, sont en haut de la chaîne alimentaire, ont rencontré ce genre de problème? Ou, première question, et deuxième question, est-ce que vous-même, dans ces luttes et dans les mécanismes, que ce soit sur Internet ou vis-à-vis d'associations et de combats d'associations, vous avez vu des mécanismes et des combats qui vous ont fait penser à des combats, je ne sais pas, sur le racisme, par exemple, ou sur le féminisme, etc. Où vous avez vraiment où vous voyez vraiment une particularité à votre combat, où est-ce qu'il y a que... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Oui, qu'il peut y avoir plusieurs combats qui se rejoignent. Alors, ou qui se rejoignent, mais surtout qui marchent selon les mêmes fondements, quoi. C'est-à-dire passer par les mêmes canaux. Comment vous vivez, par exemple, une question transverse qui permettra plus de faire la quadrature du cercle de la question précédente, mais comment vous voyez les brimades sur Twitter contre les LGBT ou pour les LGBT? Ah, d'accord, ok. Oula, sur Twitter, il y a beaucoup de choses à dire. Sur Eh ben oui. on part sur Twitter, Non, mais je dis Twitter, mais entendez les réseaux sociaux. Si on voulait, on fait une découpe. Hein. Mais je sais pas si je vais être hors sujet ou pas, mais par exemple, bah oui, sur Twitter, il y a beaucoup d'homophobes. Mais en même temps, il y a beaucoup d'homosexuels ou de transgenres qui abusent de... Enfin, je trouve. Des fois, ils crient un peu à l'homophobie, genre... alors que c'est pas forcément le cas, quoi. Ça arrive. Un peu trop violemment. Ouais, c'est ça, direct. Qu'est-ce que le mouvement perd quand ça arrive, ça? Eh bah, toute crédibilité, quoi. Enfin, du coup, après, si tu cries... Enfin, c'est ce que je... Enfin, je sais pas si la personne a vraiment été victime d'homophobie, mais de ce qu'elle disait, je trouvais pas que c'était homophobe ou transphobe, quoi. C'était juste... Il y a souvent ce genre de problème avec les humoristes, c'est vrai. Il y a souvent ce genre de problème avec les humoristes, quelquefois même des humoristes qui sont de cette communauté et qui se font lyncher, ouais, parce que... Ouais. Après, c'est un sujet compliqué, en vrai, ça. Toi, Léa, Twitter? Moi, Twitter, j'y suis. Je regarde un peu de loin. Moi, j'ai arrêté, j'en peux plus. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Ça dépend ce que tu suis. Mais il faut faire attention à Twitter parce que ça peut être très, très, très dangereux, je pense. Et il y a beaucoup de déferlements de haine qui sont pas très justifiés.
Mais je pense que les LGBT sur Twitter en général, enfin on les qualifie de SJW, t'as des petits noms comme ça qui surgissent. Les Social Justice Warriors. C'est ça exactement. Mais après, moi je pense que c'est légitime que les LGBT ils attaquent quoi, à un moment donné. Enfin, je pense que si tu te moques comme ça continuellement sur les réseaux sociaux, tu sais pas ce que la personne elle a vécu dans la journée, elle a dû se faire traiter de PD 30 fois dans la journée. Le soir, elle va sur Twitter, elle se fait insulter. Enfin, pour moi, c'est normal. Après, je pense que c'est un jeu, quoi. Ils aiment bien jouer, ils aiment bien piquer. T'as des youtubeurs qui s'émettent, t'as un beau petit monde qui... Au final, il y a moyen de faire le buzz. C'est ça, ouais, Ouais, exactement. c'est ça, ouais. Exactement. Et ça, c'est un peu triste quand même. Du coup, c'est très triste. De s'accaparer le combat comme ça. C'est ça. Alors, moi, je presque une question, mais qui va dans ce sens-là. Finalement, à quel moment est-ce qu'on dérape ? À quel moment on dérape sur ces thèmes-là ? Quand on veut défendre n'importe quelle cause, mais en particulier la vôtre, celle que vous connaissez le mieux, à quel moment est-ce que ça dérape ? À quel moment, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est LGBT qui demande trop ? Est-ce que... vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a un trop ? Non, je pense pas. Je pense qu'un LGBT ne demandera jamais trop. Parce que ce qu'on demande, c'est les mêmes droits que tout le monde. C'est pas... Enfin, je veux dire, on ne demande pas plus que ce qu'il y a déjà dans la société. La société d'aujourd'hui, c'est une société hétéronormative. Nous, on demande les mêmes droits que tout le monde. Et si on demande un peu plus, enfin, ce qui est logique, eh ben, on en fait trop. Vous avez eu le Pax, c'est bon, vous n'allez pas vous marier en plus. Enfin, tu vois, c'est... Et là, on a demandé la PMA et ça revient pareil. J'ai vu un truc génial de Christine Boutin. Ah, c'est ma tante. Bon, c'est une référence dans le milieu. Hein. Ah bah oui, Christine Boutin. Alors, elle a dit, mais moi, je suis pour le mariage d'un homosexuel. Oui, t'as vu ? Avec une personne du sexe opposé. Yes. Et là, c'est drôle. Et là, c'est bon. Et là, c'est drôle. Et là, on valide. C'est fou. C'est juste génial d'être... J'ai pas de problème avec le mariage, mais il faut juste se marier avec quelqu'un d'autre. Bon, après, est-ce qu'il y a des moments où est-ce que vous baissez la garde, entre guillemets, et vous leur concédez des choses ? Ou est-ce que vous êtes solide sur vos appuis ? Ça dépend. Moi, je pense que si quelqu'un est maladroit, eh ben, je vais essayer d'éduquer la personne dans le sens où je vais essayer de lui apprendre. Voilà, est-ce que ça se dit pas, par exemple. Tu dis pas à un mec, tu dis pas PD, c'est un PD. ouais. Tu dis c'est un homosexuel, c'est un gay, etc. Ça, oui. Mais si la personne, elle est campée sur ses positions à me dire que je suis contre nature, que je sais pas, que ça va, je peux sortir avec un mec. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Là, non, je vais arrêter la discussion. Je vais même pas chercher à parler. Tu vois. Oui, non, complètement. Bah, C'est pas ton boulot, ouais. quoi. Ouais, bien sûr. Bah moi pareil, genre quand on va me dire PD, mais quand je vais sentir que c'est pas menaçant ou quoi et que c'est juste comme ça un mot, bah je vais pas mal le prendre, mais pareil, je vais expliquer à la personne quand même, bon ça me dérange pas, tu vois, genre c'est de l'humour après, mais enfin fais gaffe quand même. Par contre quand on me dit PD, mais genre violemment et que je sens que c'est pas bon du tout, c'est négatif, là ouais c'est pareil, je stoppe la conversation quoi, c'est... Non, oui, il y a des limites et tout. Anthony, tu as quelque chose à nous apporter ? Apporter, je sais pas, mais oui, des trucs à dire sûrement. Non, j'écoutais un peu tout ce qui se disait et c'est assez extraordinaire. La seule chose que j'aurais à dire, c'est que moi, ce qui m'énerve, c'est lorsqu'on doit forcément catégoriser quelqu'un par rapport à sa sexualité. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Moi, je suis un être humain, point. Et je n'ai pas envie d'être quelque chose de sexuel ou de sexuel. Je n'ai pas envie d'être que ça. J'ai envie d'être tout court. J'ai pas envie de m'opposer à quelque chose. C'est pour ça que j'avais un gros souci avec, comment on appelle ça, le coming out, c'est ça ? Le coming out. Coming out. Où, à la fois, c'est terrible, parce que je regardais j'avais vu des témoignages, c'était terrible, hein, c'était terrible à regarder, quelquefois. C'est douloureux, finalement, quelquefois à regarder, c'était douloureux. Et, au fond, aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui au XXIe siècle,
je me dis, ça doit être accepté, comme on disait tout à l'heure, comme une banalité, quelque chose de tout à fait normal, parce que ça l'est, normal. Il n'y a pas de contre-nature, il n'y a pas de... Puis alors, c'est bien, les mots contre-nature, ça qu'on entend très souvent. Ce sont des gens qui sont spécialistes de la nature. Évidemment. Ah, vous devez être au prix Nobel, apparemment. Ils en connaissent un sacré rayon. Non, ça fait partie, justement, de cette nature des choses. C'est partie de ce monde. C'est pas... j'ai oublié le prénom. Léa. Léa avait tout à fait raison. On n'est pas quelque chose de sexuel, on est tout court. Quand on voit quelqu'un qui est hétérosexuel, on ne dit pas l'hétérosexuel, ça va, c'est complètement con. Enfin, je veux dire, personne ne dirait ça. Alors que gay direct. Oui, voilà, ouais. c'est immédiatement une Ouais. identité, et ce n'est que ça. Et sur l'identité sexuelle, on oublie très souvent aussi que elle n'est pas forcément définitive. On voudrait peut-être qu'elle soit définitive, mais est-ce que la sexualité doit être une identité ou peut-être une identité? Est-ce qu'elle n'évolue pas finalement? Est-ce qu'elle n'est pas en dehors de cette identité? Anthony l'homme qui détruisait les cases. Non, mais moi je suis complètement d'accord avec ça. C'est vrai que tu soulèves un point qui moi me semble excessivement pertinent, c'est qu'il y a que ce soit la sexualité ou quel que soit l'aspect de sa personne qu'on recherche, c'est un moment, c'est une recherche. Et c'est vrai qu'avoir un avis arrêté là-dessus, en se disant c'est celui-là et jamais ça n'en sera un autre, c'est une erreur de tous les côtés. C'est-à-dire aussi bien pour l'hétéro qui se dit je suis hétéro forever, hein, et puis qui à 40 ans se réveille, que pour n'importe quelle personne qui se revendique de n'importe quelle sexualité, et peut-être même de n'importe quel genre. C'est-à-dire que, évoluant et se recherchant sans cesse, il faut être ouvert au fait qu'on puisse changer à n'importe quel moment. Alors moi, c'est des considérations que je trouve excessivement, vraiment très pertinentes, mais la seule limite que je leur trouve, c'est comment organiser le combat après ce constat. Tu vois, c'est comment dire, comment organiser ce combat après ce constat sans, pour autant, enlever le combat des mains des gens qui se revendiquent, par exemple, gays et qui revendiquent des droits pour les gays. Parce que si le mec, après, n'est plus gay, il peut toujours, ou s'il ne l'est pas, est-ce qu'il peut toujours défendre ça? Parce qu'il l'a connu, du coup, il a une légitimité à, ou est-ce qu'au final, ça doit être un combat qui doit être ouvert à tous tout le temps? C'est une question qui se pose pas que pour les LGBT, tu vois. Ça vous a déjà traversé, ça? Se faire rejoindre par des gens qui sont pas LGBT, leur légitimité, la vôtre, est-ce que le fait de pouvoir changer éventuellement, ça te délégitimerait? Non, je pense pas. Non. Ça m'est pas arrivé, mais... Moi, je vois souvent sur Internet des gens dire « Oui, mais toi, tu n'es pas gay, tu peux pas défendre mes droits. » Ou « Toi, tu n'es pas arabe, ou noir, donc tu peux pas défendre mes droits. Ou toi, tu n'es pas une femme, donc tu peux pas défendre mes droits. » Ça, c'est grave dommage de faire ça parce que les LGBT, pour le combat des LGBT, ils demandent juste que tout le monde les accepte. Et en faisant ça, en fait, ça les remet dans une case sur ces retours en arrière, quoi, j'ai l'impression. A fortiori, c'est souvent des gens qui veulent qu'on arrête de mettre des cases partout. Plus. C'est un combat de l'existence, je pense, tout simplement. C'est un combat de l'existence, de la liberté. Tout le monde participe d'une manière ou d'une autre à ce combat. Il n'y a pas besoin de se revendiquer quoi que ce soit pour participer j'allais dire à la culture de tous, savoir vivre ensemble, tout simplement. C'est un combat pour l'existence, pour la liberté, pour les libertés. Quand on parlait de ce mariage, on parlait bien, d'un mariage pour tous. C'est dommage qu'ensuite les débats télévisés et autres, c'est à partir de là où j'ai arrêté de regarder la télévision, se sont dirigés vers des choses absolument exécrables. Si on ne parlait plus excusez-moi l'expression, on ne parlait plus que de sexe, on ne parlait plus que de sodomie ou pas sodomie, enfin ça n'avait rien à voir avec le débat originel, les débats qu'il y avait sur le mariage pour tous. Ça ne répondait même pas à la question qui, à mon sens, ne se posait même pas. Doit-il y avoir un mariage pour tous? Je ne suis pas sûr évidemment qu'il doit y avoir un mariage pour tous.
évidemment qu'on doit avoir une égalité des droits. Enfin, ça nous met sous le sens. Je me suis trouvé ça presque absurde de poser la question. À quel moment, souvent quand on parle, moi je fais souvent ce parallèle-là, c'est quelque chose que j'ai vu en lisant Frantz Fanon sur le racisme de structure. C'est-à-dire que lui, en gros, la position, c'est pas dans le même sujet, mais vous verrez qu'il y a des passerelles larges qui se font. Il dit presque le racisme en tant que tel, de personne à personne en tout cas, le racisme de personne à personne, je m'en fous. Enfin, c'est chiant, mais en gros, on s'en tape. Ce qui est emmerdant, c'est quand il y a une structure qui, dans ces mécanismes, induit des choses qui vont donner du racisme. Alors lui, à l'époque, il parlait beaucoup de psychiatrie et de maladies, et de maladies psychiatriques dans les pays colonisés. À l'heure actuelle, on parlerait plutôt d'un effet de structure fait que si tu es noir ou basané, tu as entre 17 et 20 fois plus de chances de te faire contrôler en France que si tu l'es pas, sur les contrôles d'identité. Si tu as un nom à consonance du Maghreb ou noir, tu as en moyenne entre 20 et 22 mois en plus d'attente pour une demande de logements sociaux. Vous voyez, c'est pas forcément des gens racistes qui font ça, mais il y a des effets de structure. C'est-à-dire que la guichetière, autant, est black elle aussi, tu vois. Mais pourtant, il y a des effets de structure qui lui font dire ça n'est pas normal, entre guillemets. On retombe sur cette idée normative. Est-ce que vous avez senti ça, vous, déjà, au niveau de l'État ou au niveau des structures? Un petit peu comme Michel Foucault, bien avant, et dans les domaines psychiatriques ou policiers. Est-ce que vous avez déjà senti ça? Au niveau de l'administration de la fac, par exemple, ou est-ce que vous avez déjà senti des refus, mais pas de personne à personne? Ça se vit comme un refus de principe, presque. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Peut-être, mais là, j'ai pas d'exemple en tête. Ce soir, vous avez cogité. Genre. Ouais. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais là, j'ai pas d'exemple en tête. Mais sûrement, ça a dû me faire ça une fois. Je sais pas. Mais Léa, toi, il n'y a rien qui te vient à l'esprit? J'ai un truc, je sais pas si c'est cohérent, mais c'est à une petite échelle, hein. Mais quand j'ai commencé à m'assumer, moi j'ai eu besoin de mettre une case par contre. Quand j'ai commencé à m'assumer, c'était parce que je savais pas. Et quand j'ai trouvé, j'ai fait ah, c'est ça, tu vois. Et du coup, ça a été un long cheminement où au début, c'était faut que tu le caches au maximum parce qu'il fallait le temps que moi je digère, que je m'accepte, tu vois. Et quand je l'ai pleinement assumé, il fallait que tout le monde le voie, tu vois, que j'étais lesbienne. Genre, c'était vraiment, fallait que tu voilà, fallait que tu me vois, fallait que le guédard des personnes autour soit à bloc, tu vois. Et du coup, moi, j'ai une période où j'étais extrêmement masculine, donc on me prenait pour un garçon 100% du temps. Et du coup, moi, pour revenir à ce que tu disais, j'ai eu ce truc de tu peux être lesbienne, mais tu peux être féminine. Enfin, tu vois, une lesbienne, ça peut être féminine, t'es pas obligée d'être masculine comme ça, tu vois. Genre, Et du coup, ça rejoint un peu ce que tu dis. Genre, ça a été la société, du coup, la pression qui a été de dire t'es une fille. Bon, déjà, la femme, elle est conditionnée de base, mais je veux dire, quoi qu'elle fasse. Mais du coup, comme j'étais une fille, en plus j'étais lesbienne, en plus j'étais masculine, j'étais dans aucune case. C'est le tiercé gagnant. C'était exactement tiercé gagnant. Et du coup, c'est vrai que ça a été drôle. Tu as déjà eu affaire à ce genre de mécanisme, toi, Anthony? J'ai pas d'exemple précis en tête non plus. Non, c'est vrai que j'ai pas d'exemple très très précis parce que j'ai affaire à beaucoup de mécanismes. Alors pour les auditeurs qui seraient curieux sur ces questions-là, je vous renvoie bien entendu à l'histoire de la folie de Michel Foucault et ses écrits sur la justice aussi qui justement, en fait, c'est un gars qui a passé sa vie à rechercher en quoi la justice, la police ou les institutions psychiatriques étaient utiles à la société et notamment leurs effets, en fait. Quels étaient leurs effets? Et il a très vite mis le doigt sur une espèce de fonction normative. C'est-à-dire que à partir de quel moment de l'histoire on a commencé à avoir des hôpitaux psychiatriques, par exemple? Avant, il y avait déjà des fous. Alors, il y a des espèces d'expressions comme ça qui nous restent de ces moments-là. On parle du fou du village, des fois. Tout le monde, dans tous les villages, il y avait un fou, mais on s'en foutait, quoi. Il était là, il existait, et puis on n'avait pas besoin de l'interner. On savait qu'il avait sa vie de fou, et que voilà, et on allait le voir passer avec des cailloux, de temps en temps en mordrin, et puis ça allait, tu vois. C'était pas un problème. Passer, alors, mais à partir du moment où est-ce qu'on a dit,
cette personne-là n'a pas sa place dans la société, et qu'on l'a mise dans une prison ou dans un hôpital psychiatrique, on a commencé à dire ce type de comportement n'est pas normal, ce type de comportement est normal. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, l'homosexualité, ça finissait en hôpital psychiatrique. Oui, bah, c'était une Parce maladie, que c'était l'endroit où est-ce qu'on mettait les gens pas normaux. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Et c'est... Une fois que, enfin, moi je me promets, la lecture de Michel Foucault, c'est brainfuck, quoi. Genre, c'est un moment de... On l'a fait. c'est vraiment, tu dis, ah ouais, c'est pour ça en fait qu'on l'emmerde. Bon, alors, petite question, justement qui me vient de ces lectures-là. Quand quelqu'un vous dit dans la rue, je me sens Napoléon, j'ai l'impression que je suis Napoléon. Très vite, si ça se sait, lui, il va finir vraiment à Castelluccio. Parce que Napoléon, c'est chaud. C'est un peu, ouais. En vrai, tu promets, t'es pas Napoléon. Tu vois. Et maintenant, s'il y a quelqu'un qui vient et qui dit « j'ai un corps de femme, mais je me sens homme », c'est quoi la différence entre les deux? Comment vous justifiez qu'il y en a un, on le garde et on dit « mais c'est comme ça qu'il se sent, foutez-lui la paix », et que Napoléon, on aille le foutre en prison? Enfin, en prison, en hôpital psychiatrique. Est-ce que vous vous êtes déjà posé ce genre de questions? Non, jamais. Mais pour moi, il n'y a pas de différence entre celui qui veut se sentir Napoléon et celui qui s'en... Enfin, c'est... Voilà, c'est lui, il fait ce qu'il veut, enfin, il pense comme il veut. Je vous pousse dans vos derniers retranchements exprès. Hein. Ouais. Mais après, si c'est pour celui qui se prend pour Napoléon, si c'est dangereux pour lui parce qu'il pense que c'est pas le réel et que c'est dangereux pour les autres, ouais, ben c'est, enfin, j'ai pas envie de dire que c'est normal qu'il soit enfermé, mais je pense que c'est plus par sûreté. Mais je trouve que c'est quand même pas bien les hôpitaux psychiatriques. C'est un autre débat. Enfin, c'est bien, mais c'est pas bien parce que, enfin, voilà. Oui, non, il y a ce côté s'il est dangereux pour les autres. C'est ça, parce qu'il il va pas s'en rendre compte vu que c'est, enfin, c'est sa réalité à lui. Par exemple, s'il y a un sociopathe, il pense que c'est bien de tuer. Lui, il s'en rend pas compte. Il a pas la notion de bien de mal. Voilà, c'est ça. Mais je pars un peu là. Léa. Alors, bon, Napoléon, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit qu'il était Napoléon. T'as bien de la chance. Mais ouais. Mais après... C'est un salaud en plus. C'est pas faux. Mais après, quelqu'un qui se sent, on va dire, d'un autre genre, on part sur la transidentité, du coup c'est quelque chose de très sérieux et quelqu'un qui est né, qui a été assigné fille à la naissance et qui transitionne vers le genre opposé, c'est une personne transgenre. Et là, il y a plein de choses à prendre en compte. Et du coup, ça n'a rien à voir avec un mec qui va se prétendre être Napoléon, machin, tu vois. Du coup, ouais. Ouais, parce que la personne qui est du coup dans un corps d'homme mais qui veut se sentir femme, elle est mal intérieurement. Alors que celui qui se prend pour Napoléon, il est bien, je pense, parce qu'il se prend pour Napoléon. Enfin, Ouais, c'est ça, quoi. T'as pas tout le truc. Ouais, mais il a derrière, toujours pas la Prusse, quoi, tu vois. Non, oui, et du coup, tu dirais que ce mal-être, ça pourrait... Est-ce que tu pourrais transposer ce mal-être à un danger pour soi? Ah bah non. Enfin, après, si la personne est vraiment mal, et je sais pas si ça peut rendre dépressif ou pas ce mal-être, mais là oui, mais elle sera suivie et puis si jamais elle peut faire une opération, du coup, bon, je pense pas. Donc ce serait suivi vis-à-vis de la dépression et pas vis-à-vis de sa sexualité. Ouais, tout à fait. Enfin, pour moi en tout cas. Mais après, je sais que pour changer de sexe, il faut aller voir plein de psychiatres, genre il y a plein de démarches à faire. Il y a beaucoup de sécurité. Tests psychologiques, ouais. Parce que c'est aussi par rapport aux médicaments qu'il faut prendre, par rapport aux hormones, je crois. Parce que ça peut faire un peu vriller. D'accord. Mais je maîtrise pas trop le sujet, je sais pas, mais il me semble... Ah oui, Léa, dis-nous, maîtrise. Léa, dis-nous. Non, en fait, quand une personne se sent homme, bon, ça se dit pas trop, mais en gros, c'est la dysphorie de genre. Mhm. Et la dysphorie de genre, c'est quand une personne, par exemple, qui est née fille,
va transitionner vers le genre masculin. Sans anomalie physique de base. Exactement. Et en fait, c'est l'anomalie, on va dire, c'est la dysphorie de genre. C'est en fait le cerveau de la personne qui va être un cerveau masculin avec le corps féminin, tu vois. Un cerveau masculin, Ça, c'est-à-dire il enfin, je veux sécrète dire- des... Non, c'est-à-dire qu'en Ah. fait, C'est une psyché, tu veux dire. c'est ça exactement. Ouais, Voilà. ouais, d'accord. Donc, en fait, son genre ne va pas être en adéquation avec, qu'il avec son voit. physique, quoi. Et du coup, on appelle ça la dysphorie de genre. Et là, tu passes du coup par des séances de psy pour avoir une hormothérapie, pour après, si tu veux, avoir une réassignation sexuelle. Donc là, tu vas passer par une opération, une phalloplastie ou une vaginoplastie. Et du coup, et les personnes transgenres, elles sont extrêmement sujettes au suicide, plus que les personnes homosexuelles, il me semble, si je dis pas de bêtises. Vis-à-vis de ces traitements-là, c'est ça? Bah, vis-à-vis de la dissonance qu'il y a entre ce que tu ressens et ce qu'il y a et ton physique, quoi. Non, mais là, vous m'embêtez, parce que là, on en arrive à c'est un danger pour soi, et on retourne à mon Napoléon qui est un danger pour lui-même. Vous m'emmerdez, La là. boucle Hein. Oui, Anthony, toi, dis-moi ce que ça t'évoque. Je m'attendais à ce qu'on passe le micro, forcément, ce genre de questions. Non, tu veux venir avec ton coup, là. Je veux dire, je voyais la discussion s'amorcer, je vais là, les a piégés. Non, la question en soi, posée comme ça, est intéressante, mais je pense que c'est vraiment deux sujets différents entre notre personnage qui se sent ou pas Napoléon et notre individu qui... Vous avez vu, j'ai pris personnage, individu, lapsus, notre individu qui, lui, a... Alors, j'ai perdu le terme que... Léa, je vais y arriver avec les noms. Dysphorie de genre. Dysphorie de genre. Posé comme ça, c'est très philosophique, donc ça permet en effet de se poser nombreuses questions. Je pense que la différence fondamentale qu'il y a entre notre ami Napoléon et nos individus qui ont cette dysphorie de genre, voilà, je vais marquer sur un peu c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes parce que d'un côté j'ai un personnage historique, j'ai quelque chose qui est comme il me regarde là, il essaie de me choper comme un pêcheur là. Il travaille le poisson. On parle d'un individu du coup qui aurait un souci sur son identité, mais au-delà de son identité, notre ami Napoléon. Ah, tu m'emmènes les pinceaux, c'est bien, bravo pour toi. Bravo. Tu vois, c'est bien. Hein. Là, je patine dans la semoule, ça se voit pas. Je cherche des regards de SOS par-ci. Allez. Régina, mais non, j'ai pas de micro. Tu renonces? Je renonce, oui. Non, la seule chose que je voulais dire, c'est parce que c'est un sujet que, figure-toi et figurez-vous que je démarre à peine. C'est un sujet qui commence à m'intéresser énormément. Je suis tombé sur pas mal de petits reportages, des reportages de 15 minutes sur Arte. Oui, j'aime regarder Arte. C'est bien, Arte. Et j'écoutais des témoignages de personnes qui avaient ce genre de difficultés. J'écoutais aussi beaucoup de témoignages, du coup j'en ai trouvé quelques-uns aussi sur YouTube, de personnes non binaires. Et ça m'a intéressé. Et donc je commence à peine à m'intéresser de plus près à ce sujet. J'écoute les témoignages des uns des autres et je trouve leurs témoignages très, très, très intéressants. Et moi, j'enverrai aussi une lecture pour aider à répondre à cette question. Mais alors, ce n'est pas une lecture d'un ouvrage scientifique, c'est un tout petit livre, presque un fascicule, qui est de Stig Dagerman, qui s'intitule « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier » et qui nous parle de l'existence, qui nous parle justement aussi des différences. Et cette très belle phrase que j'ai retenue, qui ne va pas forcément faire avancer le sujet, mais bon, je la balance, ça fait toujours bien, ça fait chic. On disait, celui qui construit des prisons s'exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté. Et tout au long de son petit ouvrage, il va nous parler de l'existence, des différences et comment même un seul homme, avec un grand H, eh bien, est une puissance à lui tout seul face au monde, tant qu'il croit et tant qu'il a de l'espoir. C'est un livre très touchant, qui se lit très facilement. Hein. Je vais ouvrir une librairie bientôt. Et franchement, je vous le conseille. Bon, alors là-dessus, on va faire une petite pause musicale.
Et je vous dis à tout de suite. Devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau. Quand elle me sonne, j'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menette. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dure à cuire, elle m'a converti, la fine mouche. Et je suis tombée tout chaud, tout rôti contre sa bouche, qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante, et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice, quand ses bras en croix je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Nous sommes de retour sur Radio Neb via 90.6 pour l'émission Débat de la science, spéciale LGBTQI+, exprès. Après, à la maison, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, moi ça ne me dérange pas. Alors, on arrive doucement à la fin de l'émission. Et pour faire ça, on va faire un petit tour de table. Et je vais vous demander à tous les trois, et peut-être même à tous les quatre, je verrai le timing, j'en rajouterai une couche, de donner un petit conseil aux gens, comme je disais en off, aux gens qui n'y connaissent rien, pour les rendre un petit peu plus tolérants peut-être, et aux gens qui ont le nez dedans, pour mieux vivre. Alix. Alors aux gens qui n'y connaissent rien et qui ne sont pas ouverts d'esprit, je dirais foutez la paix à ceux qui veulent vivre. Enfin, simplement, ils vous font pas de mal. Et après, bon, si vous êtes refoulé et que y a pas besoin de s'acharner sur les gens, il suffit d'assumer, quoi. Voilà. Après, c'est libérateur, etc. d'assumer, c'est pas facile, mais faut pas s'en prendre aux personnes qui s'assument en tout cas. Ça, c'est vrai de manière générale. Et après, aux gens qui s'y connaissent, vous faites partie de la team. T'as pas le droit de laisser ton numéro, là. Non. Non, je vais pas le faire. Non, aux gens qui s'y connaissent... Non, je te dis ça parce que moi, je vais le faire, laisser mon numéro, c'est pour ça. Non, mais pardon, vas-y. Ah. Aux personnes qui s'y connaissent, je sais pas. Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil à toi-même ? À moi-même ?
de réussir quand même à dépasser cette peur de me faire insulter ou casser la gueule parce que je tiens la main de mon mec dans la rue, déjà. Des fois, je l'ai pas, en fait, mais des fois, je l'ai quand même. Ça dépend. Ça dépend des situations, etc., mais le plus souvent, quand même, je l'ai. Et même, j'ose pas. Mais... et voilà. Sinon... Ça me va. Les Baltatiens sont censés trouver les mots. Léa? Alors moi, aux gens qui n'y connaissent rien, je leur conseille, si ça les intéresse, bien sûr, de se renseigner, d'essayer de s'éduquer un peu là-dessus, et puis de faire attention à ce qu'ils disent, parce qu'ils peuvent avoir dans leur entourage des personnes qui sont dans le placard, comme on dit, donc qui peuvent blesser indirectement. Et puis, donc voilà, d'essayer d'être tolérant, si ça les intéresse, de se renseigner, de chercher un petit peu. Et puis aux personnes qui sont LGBT ou qui sont alliées ou quoi, c'est cool, il faut continuer la lutte pour être totalement égaux avec nos amis les hétéros. Puis voilà, puis ça rime et c'est cool. Ça finit bien le truc. Force à vous. Anthony? Alors moi, comme conseil, pour ceux qui n'y connaissent rien, essayez. Ouais, ça détend. Mais oui, putain. Non, rencontrez, renseignez-vous, quoi dire de plus. Renseignez-vous, quand je dis renseignez-vous, c'est rencontrer, voilà, la rencontre des gens. Et puis ceux qui s'y connaissent, vivez tout simplement. Et essayez d'être le plus libre possible, même si quelquefois c'est difficile. Mais il y a toujours un horizon dans la vie, et ce ne sont pas à cet horizon les gens qui nous ont insultés qui vont pouvoir nous aider à ce moment-là. Donc oui, vivons tous ensemble, et puis très bien, voilà, c'est très, très peace and love. Et non, mais favoriser la rencontre, tout simplement. Il faut aller à la rencontre des gens, des choses, de ce qui existe. Et surtout, par pitié, ne parlez plus de contre-nature ou de nature. À bannir ça. Sortez-le définitivement, ça, parce que là, c'est terrible. Le Moyen-Âge, c'est fini. Voilà, oui, non. Au XXIe siècle, il va falloir un petit peu se bouger, parce que ça commence à être sacrément honteux d'être aussi coincé. Disons que maintenant, on en sait trop sur la nature pour dire contre-nature, quoi. Exactement. Oui, voilà. Non, puis c'est vraiment honteux au XXIe siècle, c'est d'être aussi étroit d'esprit, aussi con, pardon, parce que c'est vraiment être con. C'est terrible, c'est désespérant. Donc, franchement, faites un effort. Bon, ça va, j'ai mes 2 minutes. Ça va. Non, oui, moi, je sais pas. On conseille aux gens qui n'y connaissent rien. Évidemment, renseignez-vous. Évidemment. Et non, ça c'est pour les gens qui ont essayé. Parce que du coup, j'allais dire, les gens qui n'y connaissent rien, essayez. Pour le coup, effectivement, c'est un très bon conseil. Mais surtout, pour être peut-être plus leur tendre un peu la main, mais c'est pas grave d'être con. En fait, c'est pas grave de se tromper, quoi. Tout le monde est con. Personne n'échappe à ça. Personne n'échappe à ça. Le seul truc, c'est qu'il y a un moment où est-ce qu'il faut regarder les gens qui nous entourent, qu'ils soient homosexuels, bisexuels ou genrés de telle ou telle manière. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des gens, en fait. Ce sont juste des êtres humains. Donc, au bout d'un moment, renseignez-vous sur eux, quelle que soit leur lutte. Et même une petite parenthèse pour les gens qui ont des luttes, qui vont dire, je sais pas, qui vont se dire communistes ou antiracistes ou libéral ou machin. Souvent, les mécanismes de domination que vous dénoncez sont les mêmes, répondent aux mêmes règles que ce dont ces gens souffrent, en fait. Donc, vous avez juste à aller voir quel mot mettre à quel endroit dans l'arbre de domination, mais c'est exactement ce que vous connaissez déjà. Et pour le coup, vous seriez des alliés de choix. C'est le moins qu'on puisse dire. Après, aux gens qui s'y connaissent en profondeur, sans mauvais jeu de mots. Non, c'était vraiment sans mauvais jeu de mots. Qui connaissent bien le sujet. Ouais. Faites comme Anthony, quoi. Même sorti du bar, reprenez la main de votre compagnon. Parce qu'au pire, ça les fera chier. Bon, assurez-vous de courir assez vite si jamais vous tombez sur des vraiment très cons. Mais, non, mais à part ça, ouais, non, faut le montrer. Faut pas que vous en ayez honte pour que eux aient honte d'en avoir honte.
Oui, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il faut qu'ils aient honte d'être idiots, en fait. Il n'y a que ça qui, je pense, les soignera. Voilà. Alors, ce sera tout pour ce soir. On va rendre l'antenne. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez trouvé des pistes de réflexion ce soir. On vous embrasse et à la prochaine sur Radio Nébia 90.6 avec moi, Julien, dans Déballe ta science.